Le 8 juillet 1944, à 7h15, le soldat de deuxième classe Guy Gabaldon se tenait au pied des falaises de Banzai sur Saipan, fixant les entrées de grottes où des centaines de soldats japonais se cachaient, envisageant le suicide. 18 ans, 2 captures réussies de prisonniers, aucun soutien. Les Japonais avaient lancé une charge Banzai de 15 heures la nuit précédente. 4000 soldats japonais étaient morts dans cette attaque suicidaire. Les survivants s'étaient retranchés dans les grottes volcaniques le long des falaises. Les commandants américains savaient ce qui allait suivre. Les Japonais combattraient jusqu'à la mort ou se suicideraient avant de se rendre. Gabaldon mesurait 1,62 mètres. Il pesait 59 kg. Il portait un M1 carbine, 4 grenades à main et parlait un japonais approximatif appris dans les rues d'East Los Angeles. La plupart des Marines sur Saipan n'avaient jamais vu un prisonnier japonais. L'armée impériale combattait avec une détermination fanatique. Les officiers disaient à leurs troupes que les Américains les tortureraient, violeraient leurs familles et profaneraient leur corps. Se rendre signifiait un déshonneur pire que la mort. Le code Bushido exigeait le suicide plutôt que la capture. Début juillet 1944, la 2e division des Marines avait perdu 3000 hommes sur Saipan. Les défenseurs japonais s'étaient suicidés plutôt que de se rendre. Des civils avaient sauté des falaises en tenant leurs enfants. Gabaldon avait vu des centaines de corps s'échouer sur les plages après les suicides collectifs à Marpy Point. Il était né à East Los Angeles le 22 mars 1926, 4e de 7 enfants. Son père travaillait comme fabricant de boîtes et machiniste. La famille vivait à Boyle Heights, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Guy cirait des chaussures sur Skid Row dès l'âge de 10 ans. Il faisait des courses pour les filles de bar sur Main Street. Les policiers le payaient en bonbons pour rapporter ce qu'il voyait la nuit. À 12 ans, il emménagea avec la famille Nakano. Les jumeaux japonais-américains Lyle et Lane Nakano étaient ses meilleurs amis de l'école. Les Nakano lui apprirent leur langue. Pas le japonais formel, le japonais de la rue, celui parlé dans les ruelles et les magasins de Little Tokyo. Brut, direct, mêlé d'argot. Quand Pearl Harbor fut attaqué en décembre 1941, le gouvernement américain envoya la famille Nakano au camp d'internement de Heart Mountain. Gabaldon resta seul. Il rejoignit les Marines le 22 septembre 1942. Il convainquit les recruteurs qu'il parlait couramment le japonais. Ce n'était pas vrai, mais il en savait assez pour se débrouiller. Après l'entraînement de base, le corps l'envoya à l'école de langue japonaise pour Marines engagés à Camp Elliott, à San Diego. Il fut affecté à la compagnie de quartier général et de service, 2e régiment des Marines, 2e division des Marines, comme éclaireur et observateur. Les Marines débarquèrent sur Saipan le 15 juin 1944. 8000 Marines dans l'assaut initial. L'artillerie japonaise les déchira sur les plages. Gabaldon portait une casquette de baseball et des lunettes d'aviateur. Il pensait que cela lui donnait l'air de John Wayne. 2 nuits après le débarquement, Gabaldon quitta le camp sans permission. Il trouva 3 soldats japonais près d'une grotte. Il leur ordonna en japonais de déposer leurs armes. Un leva son fusil. Gabaldon le tira. Les 2 autres se rendirent. Il les ramena au camp. Son commandant, le capitaine John Schwab, le menaça de cour martiale pour abandon de poste. Gabaldon sortit à nouveau la nuit suivante. Il trouva une grotte, tira un garde, lança une grenade à l'intérieur, puis cria en japonais qu'ils étaient encerclés et n'avaient d'autre choix que de se rendre. 50 soldats japonais sortirent les mains levées. Le capitaine Schwab cessa de menacer de cour martiale. Au lieu de cela, il autorisa Gabaldon à opérer en loup solitaire. C'était il y avait 6 jours. Maintenant, dans la matinée du 8 juillet, Gabaldon se tenait aux falaises de Banzai avec un problème que personne ne croyait qu'il pourrait résoudre. Des centaines de soldats et de civils japonais se cachaient dans les grottes au-dessus de lui. Ils avaient survécu à la charge Banzai ratée. Ils étaient armés, ils étaient désespérés, et ils se préparaient à mourir plutôt qu'à se rendre. Les commandants américains voulaient utiliser des chars lance-flammes pour les brûler, de l'artillerie pour faire s'effondrer les grottes. Gabaldon avait une idée différente. Il marcherait seul vers les grottes
et les convaincrait de se rendre en n'utilisant que son japonais approximatif et un bluff si stupide qu'il pourrait réellement fonctionner. Gabaldon prit 2 prisonniers japonais qu'il avait capturés la veille. Il leur dit qu'ils retournaient aux falaises, ils iraient dans les grottes, ils diraient aux soldats à l'intérieur que la reddition était la seule option. Les prisonniers le regardèrent comme s'il était fou. Peut-être l'était-il. Mais à 7h30, le 8 juillet 1944, Guy Gabaldon commença à marcher vers des grottes remplies de centaines de soldats ennemis armés qui avaient été entraînés depuis l'enfance à ne jamais se rendre. Gabaldon envoya les 2 prisonniers sur le sentier de la falaise vers les entrées des grottes. Il leur dit quoi dire. Les Américains avaient des navires de guerre au large, des bombardiers au-dessus, des chars sur la plage. Les combats étaient terminés. La reddition signifiait de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux, pas de torture, pas d'exécution, des conditions honorables. Les prisonniers grimpèrent. Gabaldon attendit au pied des falaises. Il pouvait voir les ouvertures des grottes à 50 mètres au-dessus de lui, des trous sombres dans la roche volcanique. Il ne savait pas combien de Japonais étaient à l'intérieur. Les estimations du renseignement allaient de 200 à plus d'1 millier. Personne ne savait avec certitude. La matinée était chaude. La température dépassait déjà 27 degrés Celsius. L'humidité épaississait l'air. Gabaldon portait sa casquette de baseball et ses lunettes de soleil. Il portait son M, un carbine, 4 grenades à sa ceinture, 45 cartouches. Si les Japonais décidèrent de combattre, il mourrait en approximativement 30 secondes. Il attendit. La bataille de Saipan avait commencé 23 jours plus tôt. Les planificateurs américains avaient besoin de l'île comme base pour les bombardiers B-29 Super Fortress. Saipan était à 2100 km de Tokyo, assez proche pour que les nouveaux bombardiers à long rayon d'action atteignent les îles japonaises. L'île avait 2 aérodromes. Le Japon avait 32 000 soldats pour la défendre. Les civils étaient environ 20 000 de plus. Les 2e et 4e divisions des Marines débarquèrent le 15 juin. L'artillerie japonaise tira depuis des positions dissimulées dans les collines. Des mortiers tombèrent sur les plages avant que les Marines ne puissent creuser. Le premier jour coûta 2000 pertes aux Américains. Les Japonais en perdirent 5000, mais ils continuèrent à se battre. Le général Holland Smith commandait l'invasion. Il dit à ses Marines que Saipan serait plus dur que Tarawa. Il avait raison. Les défenseurs japonais avaient construit des systèmes de grottes interconnectés, des casemates en béton, des tunnels souterrains, des positions d'artillerie cachées dans la roche volcanique. Chaque grotte devait être nettoyée avec des lance-flammes, des grenades et des explosifs. Fin juin, les Japonais savaient qu'ils perdaient. L'amiral Shuichi Nagumo était piégé sur l'île. Il avait commandé la force de frappe de porte-avions à Pearl Harbor. Maintenant, il regardait les forces américaines se rapprocher de 3 directions. Le 6 juillet, les commandants japonais ordonnèrent un assaut final. Chaque soldat, chaque marin, chaque officier pouvant encore marcher. Ils attaqueraient dans une énorme charge Banzai. L'attaque commença à 4 heures le 7 juillet. 3000 soldats japonais chargèrent les positions américaines le long de la plaine de Tanapag. Ils portaient des fusils, des baïonnettes, des sabres. Certains n'avaient aucune arme du tout. Ils criaient et couraient droit sur les positions de mitrailleuses américaines. L'attaque dura 15 heures. Au coucher du soleil, 4000 Japonais étaient morts. Les survivants se retirèrent dans les grottes le long des falaises de Banzai et de Marpy Point. Gabaldon connaissait les chiffres. Il avait vu les conséquences. Des corps japonais empilés sur 3 couches à certains endroits. Les pertes américaines étaient aussi lourdes. La 27e division d'infanterie perdit 650 hommes dans cette seule bataille. La charge Banzai japonaise n'accomplit rien d'autre qu'un suicide collectif. Maintenant, les survivants se cachèrent dans des grottes en attendant de mourir. Les officiers japonais disaient à leurs hommes que les Américains commettraient des atrocités s'ils se rendaient. La propagande était efficace. Des civils sautèrent des falaises en tenant leurs enfants plutôt que d'affronter la capture. Les Marines trouvèrent des familles entières mortes au pied de Marpy Point. Mère, père, bébé. Gabaldon attendit au pied des falaises de Banzai pendant 30 minutes. Aucun mouvement des grottes, pas de coup de feu, pas de grenades dévalant le sentier. Il commença à penser que son plan avait échoué. Peut-être que les prisonniers n'étaient jamais entrés.
Peut-être que les Japonais les avaient tués immédiatement. Peut-être que personne ne croyait à l'offre de reddition. Puis il vit du mouvement. Un soldat japonais apparut à une entrée de grotte, puis un autre, puis 5 de plus. Ils n'étaient pas armés. Ils marchèrent lentement sur le sentier de la falaise, les mains visibles. Gabaldon leva son carbine. Il visa le premier soldat. Si c'était un piège, il tirerait le premier et mourrait le second. Les soldats continuèrent à marcher. D'autres apparurent derrière eux. 10, 20, 30. Ils sortaient de multiples grottes. Certains portaient des blessés. D'autres aidaient des civils à descendre le sentier escarpé. Femmes, enfants, vieillards. Ils avançaient en silence. Gabaldon baissa légèrement son arme. Il cria en japonais. « Formez une ligne. Asseyez-vous. Ne courez pas. Quiconque court sera abattu. » Les soldats obéirent. Ils s'assirent au pied des falaises. D'autres continuèrent à arriver. 50, 70, 100. Gabaldon réalisa qu'il avait un nouveau problème. Il était un seul marine avec un carbine. Il était maintenant entouré de plus de 100 soldats et civils japonais. Certains soldats avaient encore des armes, des fusils en bandoulière, des pistolets à la ceinture. Ils avaient accepté de se rendre, mais s'ils changèrent d'avis, Gabaldon ne pourrait pas les en empêcher. Il devait gagner du temps. Il dit aux soldats de se séparer des civils, puis il leur dit de séparer les blessés des valides. Cela créa de la confusion. Les gens se levèrent, bougèrent, formèrent de nouveaux groupes. Cela prit 15 minutes. Pendant ce temps, d'autres Japonais continuèrent à émerger des grottes. 200, 300, 400. Gabaldon était maintenant complètement entouré de soldats ennemis sur une plage dégagée, sans renforts en vue, et d'autres Japonais descendant des falaises chaque minute. Un officier japonais apparut à la plus grande entrée de grotte. Il portait un uniforme complet, un sabre à la hanche. Il descendit le sentier de la falaise seul. Sa posture était rigide, militaire. Il s'arrêta à 6 mètres de Gabaldon. L'officier était plus âgé, peut-être 40 ans. Il avait survécu à la charge Banzai. Cela signifiait qu'il était soit chanceux, soit intelligent, probablement les deux. Gabaldon baissa son carbine, mais le garda prêt. Il parla en japonais. Il dit à l'officier que la résistance était terminée. Les forces américaines contrôlaient l'île. La marine impériale avait été détruite dans la bataille de la mer des Philippines 2 semaines plus tôt. Aucun renfort n'arrivait. Continuer à combattre signifiait la mort pour tous. Se rendre signifiait la survie. L'officier écouta sans expression. Il demanda le traitement des prisonniers. Gabaldon promit de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux, pas de torture, pas d'exécution. L'officier demanda si les soldats seraient séparés des civils. Gabaldon dit oui. L'officier demanda si les blessés recevraient des soins. Gabaldon dit oui. L'officier demanda si les effets personnels seraient pris. Gabaldon dit les armes, oui. Les effets personnels, non. La conversation dura 10 minutes. Pendant ce temps, d'autres Japonais émergèrent des grottes. 500, 600. La plage se remplissait de gens. Les soldats s'asseyaient en groupe. Les civils se regroupaient. Des enfants pleuraient. Des femmes essayèrent de les calmer. Des vieillards fixèrent le sol. Gabaldon pointa les navires de guerre américains visibles au large. Destroyers, croiseurs, cuirassés. Il dit à l'officier que ces navires pouvaient aplatir les falaises en minutes. Il pointa le ciel où les chasseurs américains volaient en patrouille. Il dit que les bombardiers viendraient ensuite. Les grottes deviendraient des tombes. L'officier regarda les navires, puis les avions, puis Gabaldon, un soldat de 2e classe de 18 ans portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil. L'officier s'inclina légèrement. Il accepta les termes de la reddition. Il se retourna et cria des ordres en japonais. Plus de soldats émergèrent des grottes. Ils venaient par groupes de 10 et 20. Certains boitaient, certains portaient des blessés sur des brancards faits de fusils et de vestes. Ils descendaient lentement les sentiers des falaises. 700, 800. Gabaldon faisait maintenant face à un problème critique. Il avait environ 800 soldats et civils japonais assis sur une plage. Il était seul. Il n'avait pas de radio, aucun moyen d'appeler des renforts,
Aucun transport pour les prisonniers et les patrouilles de Marines pourraient prendre ce rassemblement pour une formation ennemie et ouvrir le feu. Ils devaient amener ces prisonniers aux lignes américaines rapidement. Mais déplacer 800 personnes sur 2 kilomètres de terrain contesté était impossible pour un seul homme. Si les Japonais décidaient de se disperser dans la jungle, ils ne pourraient pas les en empêcher. S'ils décidaient de l'attaquer, ils seraient morts en quelques secondes. Si les patrouilles de Marines voyaient cette masse de gens, elles pourraient tirer d'abord et identifier ensuite. Gabaldon prit une décision. Il dit à l'officier japonais d'organiser les prisonniers en colonne, les soldats devant, les civils derrière, les blessés au milieu. Garder les formations serrées. Pas de course, pas de parole. Quiconque briserait la formation serait abattu. L'officier transmit les ordres. Les Japonais commencèrent à s'organiser. Pendant qu'ils se formaient, Gabaldon grimpa sur un rocher. Il enleva son maillot de corps blanc, il l'attacha à une branche d'arbre cassé, un drapeau de reddition de fortune. Il le donna à un soldat japonais au premier rang. Il lui dit de l'agiter constamment. Ne jamais cesser d'agiter. Si les Marines américains voient ce drapeau, ils ne tireront pas. Si tu arrêtes d'agiter, tout le monde meurt. La colonne commença à bouger. 800 Japonais, un Américain. Ils marchèrent vers le nord le long de la plage, vers les lignes américaines. Gabaldon resta à l'avant de la colonne à côté du porte-drapeau. Il garda son carbine visible, mais pointé vers le bas. Il voulait que les Marines s'approchant le voient comme amis, voient le drapeau de reddition, ne voient pas une menace. Ils marchèrent pendant 20 minutes. La plage était vide. Aucune patrouille, aucun véhicule, juste du sable volcanique et de l'équipement dispersé de la bataille. Gabaldon regarda par-dessus son épaule. 800 personnes avançant en formation derrière lui. Si cela tournait mal, il serait le premier à mourir. Puis il les vit. 3 Marines en patrouille à environ 300 mètres devant. Ils virent la colonne et prirent immédiatement des positions défensives derrière des rochers. Un leva des jumelles. Gabaldon commença à agiter les 2 bras au-dessus de sa tête. « Américains, amis, prisonniers, ne tirez pas !» Les Marines ne baissèrent pas leurs armes. Ils pouvaient voir une formation massive de troupes japonaises avançant vers eux. Le drapeau de reddition était visible mais petit. Ils n'avaient aucun moyen de vérifier que Gabaldon était américain à cette distance. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que c'était une reddition et non une attaque. Un des Marines leva son fusil. Gabaldon le vit viser. 800 troupes japonaises marchant en formation derrière un petit Marine avec une casquette de baseball. La cible d'embuscade parfaite. Gabaldon commença à crier « Anglais, Américains, prisonniers, ne tirez pas, ne tirez pas !» Le Marine garda son fusil levé. Son doigt était sur la détente. 800 prisonniers, un Marine nerveux, et Guy Gabaldon se tenant exactement là où la première balle frapperait si quelqu'un prenait la mauvaise décision dans les 5 prochaines secondes. Gabaldon continua à crier en anglais. Il enleva sa casquette de baseball et l'agita. Le Marine avec le fusil hésita. Il baissa légèrement son arme, puis la releva. Les 2 autres Marines se déplacèrent vers de meilleures positions de tir. Ils pouvaient voir des centaines de troupes japonaises en formation. La doctrine standard d'embuscade disait « ouvrir le feu immédiatement, en tuer autant que possible avant qu'ils ne se dispersent ». Gabaldon s'arrêta de marcher. Il leva les 2 mains au-dessus de sa tête. Il se tourna de côté pour que les Marines puissent voir son uniforme. Uniforme américain, un signe du corps des Marines. Il cria son nom, son grade, son unité. Soldat de 2e classe, Guy Gabaldon, 2e régiment des Marines, 2e division des Marines. Ce sont des prisonniers. Ne tirez pas. Le Marine de tête baissa finalement son fusil. Il se leva de derrière les rochers. Les 2 autres restèrent en position avec les armes prêtes. Le Marine de tête avança lentement. Il garda ses distances, 6 mètres. Il demanda à Gabaldon ce qui se passait. Gabaldon expliqua « 800 prisonniers des falaises de Banzai se sont rendus ce matin. Besoin de transport vers la zone de détention des prisonniers. » Les Marines regardèrent-ils la colonne, puis Gabaldon, puis à nouveau la colonne. Il demanda comment un simple soldat avait capturé 800 Japonais. Gabaldon dit qu'il leur avait parlé en japonais, leur avait promis de la nourriture et des soins médicaux, avait pointé les navires de guerre. Il l'avait cru. Le Marine demanda où Gabaldon avait appris le japonais. Gabaldon dit « East Los Angeles ».
Le marine dit que cela n'avait pas de sens. Gabaldon fut d'accord. Un des marines courut vers les lignes américaines pour obtenir des renforts. Les deux autres restèrent avec Gabaldon. En 30 minutes, des camions arrivèrent. Des marines du 2e bataillon. Le capitaine John Schwab était avec eux. Il regarda les 800 prisonniers assis en formation sur la plage. Puis, Gabaldon. Il demanda ce qui s'était passé. Gabaldon fit son rapport. Marcher vers les falaises, envoyer des prisonniers dans les grottes avec une offre de reddition. Les Japonais sont sortis, parlé à l'officier, les a ramenés. Schwab demanda si Gabaldon avait du soutien. Gabaldon dit non. Schwab demanda s'il avait une radio. Gabaldon dit non. Schwab demanda s'il avait une autorisation pour cette opération. Gabaldon dit « Oui, mon capitaine, vous m'avez autorisé à opérer en loup solitaire il y a 6 jours. » Schwab ne répondit pas. Il ordonna aux Marines de sécuriser les prisonniers et de les transporter vers la zone de détention à Charan-Canoa. Traiter 800 prisonniers prit 4 heures. Les Marines fouillèrent chaque soldat, confisquèrent les armes, les couteaux, les grenades, les pistolets. Certains soldats avaient apporté des bouteilles de saké des grottes. Les effets personnels furent enregistrés et rendus. Photographies, lettres, objets religieux. Les Japonais furent divisés en groupes. Le personnel militaire séparé des civils, les blessés envoyés aux tentes médicales, les autres chargés dans des camions pour le transport. Les officiers du renseignement américain arrivèrent pour interroger les prisonniers. Ils voulaient des informations sur les forces japonaises restantes, les positions défensives, la force des troupes, la structure de commandement. L'officier japonais qui avait négocié la reddition fournit des informations détaillées. Il dit qu'environ 2000 soldats japonais restaient en vie sur Saipan. La plupart se cachaient dans des grottes dans la partie nord de l'île. Ils avaient des munitions limitées, pas de nourriture, pas de fourniture médicale. Ils attendaient de mourir. Les renseignements étaient précieux. Ils permirent aux commandants américains de planifier les opérations finales pour nettoyer l'île. Les Marines savaient où chercher, quelles grottes cibler, combien d'ennemis restaient. Les informations sauvèrent probablement des vies américaines, mais Gabaldon ne reçut jamais de crédit pour cela. Les rapports de renseignement ne mentionnaient pas son nom. Fin d'après-midi, le 8 juillet, les 800 prisonniers étaient sécurisés. Aucun incident, aucune évasion, aucune violence. La plus grande capture de prisonniers en une seule journée par un individu dans l'histoire militaire des États-Unis. Et la plupart des Marines sur Saipan n'en entendirent jamais parler. L'histoire ne se répandit pas dans la division. Pas de couverture de presse, pas de citations annoncées, juste un autre jour de la campagne. Gabaldon retourna à son unité. Il nettoya son arme, mangea des rations C, dormit 6 heures. Le lendemain matin, il demanda la permission de sortir à nouveau. Schwab approuva. Il y avait plus de Japonais dans les grottes le long de la côte nord, plus d'opportunités pour des négociations de reddition. Gabaldon prit son carbine et se dirigea vers le nord. Au cours des 3 semaines suivantes, Gabaldon continua ses opérations en loup solitaire. Il captura des groupes plus petits, 15 prisonniers, 20, 30. Il développa une réputation parmi les troupes japonaises. Le petit marine qui parlait un japonais approximatif et tenait ses promesses. Certains groupes envoyèrent des messagers le demandant spécifiquement. Il ne se rendrait qu'à Gabaldon, pas à d'autres marines, seulement lui. Fin juillet, Gabaldon avait capturé plus de 1300 soldats et civils japonais, plus que tout autre individu dans le théâtre du Pacifique, plus que tout soldat dans toute guerre américaine. Le capitaine Schwab le recommanda pour la Medal of Honor. La recommandation alla au général Holland Smith. Smith l'examina, puis la rétrograda en Silver Star. Aucune explication donnée. Le 1er août, Gabaldon et son unité se déplacèrent vers Tinian. L'île était à 6 km au sud de Saipan. Les Marines menèrent des opérations de nettoyage. Les irréductibles japonais étaient dispersés dans les grottes et la jungle. Gabaldon commença le même processus, négociant des redditions, parlant aux soldats dans les grottes, promettant un traitement équitable. Le 15 août, Gabaldon était en patrouille dans le nord de Tinian, traquant les irréductibles japonais. Il s'approcha d'une entrée de grotte, appela en japonais, offrit la reddition. 3 soldats japonais émergèrent. Ils pointèrent leurs fusils sur lui. Gabaldon leva les mains, commença à parler.
Nourriture, eau, soins médicaux, pas de torture. Puis il entendit la mitrailleuse. Des tirs de mitrailleuses japonaises vinrent du flanc droit. Gabaldon plongea derrière un arbre tombé. Des balles déchirèrent la végétation au-dessus de sa tête. Les 3 soldats japonais à l'entrée de la grotte se dispersèrent. 2 coururent dans la grotte. Un laissa tomber son fusil et tomba, touché par des tirs amis de la position de mitrailleuse. Gabaldon rampa derrière le tronc d'arbre. Il pouvait entendre la mitrailleuse se déplacer, cherchant des cibles. L'arme était une mitrailleuse lourde type 92, 7,7 mm, portée effective 800 mètres. Elle tirait depuis une position surélevée à environ 150 mètres. Le mitrailleur ne pouvait pas voir Gabaldon derrière l'arbre, mais tirait en pattern pour supprimer les mouvements. La patrouille avec laquelle Gabaldon était s'était dispersée quand les tirs commencèrent. 5 Marines au total. Ils étaient cloués au sol derrière des rochers et des arbres. Personne ne pouvait bouger sans s'exposer aux tirs de mitrailleuses. Le mitrailleur japonais était discipliné. Il tirait de courtes rafales, conservant les munitions, attendant que quelqu'un sorte de sa couverture. Gabaldon évalua la situation. La position de mitrailleuse était trop loin pour les grenades, trop bien protégée pour les tirs de fusil. Le contournement était impossible sur un terrain découvert. La doctrine standard du corps des Marines disait d'appeler un soutien, mortier, artillerie, peut-être une frappe aérienne si disponible, mais c'était une petite patrouille, pas de radio, pas d'armes lourdes, juste 5 Marines avec des fusils contre une position de mitrailleuse fortifiée. Les tirs s'arrêtèrent. Silence. Le mitrailleur japonais attendait. Gabaldon resta derrière l'arbre. Des minutes passèrent. Aucun mouvement. Aucun son, sauf les insectes et le vent dans les palmiers. Puis la mitrailleuse ouvrit le feu à nouveau. Angle différent. Le mitrailleur se repositionnait entre les rafales, essayant de coincer les Marines dans de nouveaux champs de tir. Un Marine essaya de bouger. La mitrailleuse le trouva immédiatement. Des balles frappèrent les rochers près de sa position. Il s'aplatit, resta au sol. Le mitrailleur tira une autre rafale, puis s'arrêta, attendit à nouveau. C'était un équipage vétéran. Il savait comment contrôler une position, comment garder l'ennemi cloué au sol, comment attendre les erreurs. Gabaldon réalisa qu'ils étaient dans une impasse tactique. Les Japonais ne pouvaient pas avancer sans s'exposer. Les Marines ne pouvaient pas battre en retraite sans traverser un terrain découvert. Personne ne pouvait bouger. Les Japonais avaient le temps pour eux. Ils étaient dans une position fortifiée avec des munitions et de l'eau. Les Marines étaient exposés avec des fournitures limitées. Si cela durait jusqu'à la nuit, les Japonais pourraient se retirer ou les Marines pourraient être renforcés. Mais c'était dans des heures. Puis Gabaldon entendit un mouvement derrière lui. Proche. Il tourna lentement la tête. Vit 3 soldats japonais rampant à travers le sous-bois à 20 mètres. Ils essayèrent de contourner la position des Marines, se déplacer à travers la jungle pendant que la mitrailleuse gardait tout le monde cloué au sol. Tactique d'infanterie classique, cloué par le feu, contourner avec l'infanterie, détruire l'unité piégée. Gabaldon ne pouvait pas avertir les autres Marines sans révéler sa position, ne pouvait pas tirer sans alerter l'équipage de la mitrailleuse. Il resta immobile, regarda les 3 soldats ramper plus près. Ils bougèrent prudemment, silencieusement. Ils portaient des fusils et des grenades. Ils planifièrent d'arriver à portée de grenades des Marines cloués au sol, lancer des explosifs, puis attaquer avec des fusils. 15 mètres. 10 mètres. Le soldat de tête s'arrêta, leva légèrement la tête, cherchant des cibles. Il vit un Marine derrière un rocher à 30 mètres devant. Le soldat signala aux autres, pointa. Ils commencèrent à se positionner pour l'attaque. Un soldat sortit une grenade de sa ceinture. Grenade à main type 97. Rayon de destruction efficace 10 mètres. Il se prépara à lancer. Gabaldon prit une décision. Il pouvait tirer sur les 3 soldats, les tuer avant qu'ils ne lancent les grenades. Mais cela alerterait l'équipage de la mitrailleuse. Il saurait les positions des Marines, concentrerait le feu, tuerait peut-être tout le monde. Ou il pouvait laisser les grenades être lancées, espérer qu'elles manquent, espérer que les Marines survivent. Aucune option n'était bonne. Il leva son carbine, visa le soldat avec la grenade, tira 3 coups. Le soldat tomba. La grenade tomba de sa main, roula sur 1 mètre, explosa. L'explosion tua les 2 autres soldats.
blessa la végétation, créa un nuage de fumée et de terre. La mitrailleuse ouvrit le feu immédiatement. Des balles déchirèrent la fumée, frappèrent des arbres, arrachèrent des branches. Gabaldon roula à gauche derrière un arbre différent. La mitrailleuse le traqua, tira une rafale soutenue. 20 coups, 30. Le mitrailleur était en colère maintenant, indiscipliné, gaspillant des munitions. Gabaldon entendit les Marines riposter, des fusils craquaient, essayant de supprimer la mitrailleuse. Gabaldon bougea à nouveau, rampa à travers le sous-bois vers l'entrée de la grotte. Les 3 soldats japonais avec lesquels il avait négocié étaient toujours à l'intérieur. Il atteignit l'entrée, resta bas. La mitrailleuse tirée sur la patrouille des Marines ne surveillait pas la grotte. Gabaldon cria dans la grotte en japonais. « Rendez-vous maintenant, votre équipage de mitrailleuses est encerclé. Vous mourrez tous, sortez !» Pas de réponse. Il lança une grenade dans la grotte. Petite explosion. De la fumée s'échappa de l'entrée. Il entendit de la toux à l'intérieur, du mouvement. Un soldat émergea les mains levées, puis un autre, les 2 blessés, saignant de fragments de grenades. Ils s'effondrèrent à l'entrée de la grotte. Gabaldon les fouilla. Pas d'armes, pas de grenades. Il les tira loin de l'entrée, appliqua des bandages de pression de sa trousse de premiers soins. La mitrailleuse tirait toujours. Des rafales plus longues maintenant. L'équipage paniquait, manquait de munitions, faisait des erreurs. Puis Gabaldon sentit l'impact, sa jambe gauche juste au-dessus du genou. Douleur aiguë. Puis engourdissement. Il regarda en bas. Du sang s'étalait à travers son pantalon de combat. Balle de mitrailleuse, 7,7 mm, traversante. Il avait été touché. Gabaldon appliqua un garrot au-dessus de la blessure. Formation de premiers soins de terrain. Arrêter le saignement. Rester conscient. Continuer à se battre. La douleur était gérable. Le choc ne s'était pas encore installé. Il pouvait encore bouger, encore penser. La mitrailleuse tirait toujours sur la patrouille des Marines. Il ripostait, gardant le mitrailleur supprimé. Gabaldon rampa vers les positions des Marines, traîna sa jambe blessée, une traînée de sang derrière lui. 20 mètres, 30. Il atteignit le Marine le plus proche derrière une formation rocheuse. Le Marine vit la blessure, commença à appliquer un meilleur bandage. Gabaldon l'écarta, dit que la mitrailleuse devait être traitée d'abord, sinon personne ne sortirait. Le Marine hocha la tête. Il signala aux autres. 3 Marines étaient encore en état de combattre. 2 avaient des blessures mineures de fragments de roche. Gabaldon leur dit que la position de mitrailleuse était à environ 150 mètres au nord-est. Surélevé. Bon champ de tir. Équipage vétéran. Ils devaient la contourner ou appeler un soutien. Un Marine dit pas de radio. Aucun soutien disponible. Ils devaient s'en occuper eux-mêmes. Gabaldon dit qu'il pouvait leur parler en japonais. Offrir la reddition, peut-être éviter le combat. Le Marine regarda la jambe de Gabaldon, dit qu'il n'irait nulle part à pied. Gabaldon fut d'accord, dit « Approchez-moi, je négocierai depuis une couverture ». 2 Marines portèrent Gabaldon vers l'avant, restèrent bas, utilisèrent des arbres et des rochers pour se dissimuler. Ils avancèrent de 50 mètres vers la position de mitrailleuse, assez près pour que Gabaldon crie, assez loin pour éviter d'être submergé. Ils le déposèrent derrière un gros rocher. Gabaldon appela en japonais, dit à l'équipage de mitrailleuse leur situation. Encerclé, peu de munitions, pas de renfort. La reddition était la seule option. La mitrailleuse répondit par une rafale de tirs. Des balles frappèrent le rocher. Des ricochets sifflèrent au-dessus. L'équipage n'était pas intéressé par la négociation. Gabaldon essaya à nouveau. Offrit un traitement médical, de la nourriture, de l'eau, promit un traitement équitable selon la Convention de Genève. Une autre rafale de tirs, plus longue cette fois. Le mitrailleur vidait la bande. Les Marines contournèrent, pendant que la mitrailleuse se concentrait sur la position de Gabaldon. 2 Marines se déplacèrent à travers la végétation dense, utilisèrent le terrain, approchèrent du côté gauche. L'équipage de mitrailleuse ne les vit pas avant qu'ils ne soient à 30 mètres. Les Marines lancèrent des grenades, 2 explosions. La mitrailleuse cessa de tirer. Les Marines assaillirent la position, trouvèrent 3 soldats japonais, un mort de fragments de grenades, 2 blessés. La mitrailleuse était une type 92 sur un trépied. Des boîtes de munitions dispersées autour de la position, bandes vides,
L'équipage était à court, se serait probablement retiré dans l'heure. Les Marines sécurisèrent les prisonniers, puis revinrent pour Gabaldon. Sa blessure à la jambe était sérieuse. L'os n'était pas touché, mais les dommages musculaires étaient importants. Il avait besoin d'une évacuation, de soins médicaux. La patrouille commença à se déplacer vers les lignes amies. Gabaldon fut porté sur un brancard fait de fusils et de ponchos. Les 2 prisonniers japonais de la grotte marchèrent sous garde. Il fallut 2 heures pour atteindre les positions américaines. Gabaldon fut évacué vers le poste de secours du bataillon. Un infirmier de la marine nettoya et pansa la blessure, administra de la morphine, vérifia l'infection. La balle était passée à travers proprement. Pas de dommages artériels, pas de fragments osseux, mais la blessure était profonde. La récupération prendrait des mois. Gabaldon fut chargé sur un camion, amené à la plage, mis sur une péniche de débarquement, transféré sur un navire-hôpital au large. Le navire fit voile vers Hawaï le lendemain. Gabaldon passa 3 semaines en transit. Sa jambe guérissait, mais lentement. La physiothérapie était douloureuse. Marcher était difficile. Le médecin de la marine dit qu'il récupérerait toute sa mobilité, mais ses jours de combat étaient terminés. Il serait libéré pour raisons médicales. Pendant que Gabaldon était sur le navire-hôpital, le capitaine Schwab déposa sa recommandation pour la Medal of Honor. Le dossier incluait des déclarations de témoins de Marines qui avaient vu les 800 prisonniers le 8 juillet, des rapports de renseignements sur les informations obtenues des interrogatoires, des estimations sur les vies américaines sauvées grâce aux renseignements des prisonniers, le nombre total de prisonniers capturés par Gabaldon, 1300 soldats et civils, la plus grande capture individuelle de l'histoire militaire des États-Unis. La recommandation alla au général Holland Smith, commandant de toutes les forces des Marines dans la campagne du Pacifique. Smith l'examina. Il avait l'autorité d'approuver ou de refuser les recommandations pour la Medal of Honor. Il choisit de la rétrograder en Silver Star. Aucune explication écrite ne fut fournie. Aucun processus d'appel n'existait. La décision était finale. Certains historiens spéculèrent plus tard pourquoi Gabaldon était mexicain-américain. Les soldats des minorités recevaient rarement les plus hautes décorations pendant la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être que Smith ne croyait pas qu'un simple soldat pouvait capturer autant de prisonniers. Ou peut-être que la valeur du renseignement n'était pas considérée suffisante. Personne ne sait avec certitude. Smith n'expliqua jamais sa décision publiquement. Gabaldon arriva à Hawaï début septembre 1944. Il fut transféré à l'hôpital naval d'Aiea près de Pearl Harbor. Sa jambe guérissait bien. Il pouvait marcher de courtes distances avec une canne. La physiothérapie continua. Les médecins projetèrent une récupération complète d'ici décembre, puis une libération médicale. Gabaldon retournerait à la vie civile à 18 ans. Sa guerre était terminée, mais la guerre elle-même n'était pas terminée. Les forces américaines avançaient vers le Japon. Plus d'îles à capturer, plus de batailles à livrer. Iwo Jima, Okinawa, les îles japonaises. Gabaldon lut des rapports à l'hôpital, suivit les progrès, se demanda si ces méthodes auraient pu sauver plus de vies, si d'autres Marines auraient pu négocier des redditions au lieu de combattre jusqu'à la mort. Un soir, fin septembre, un officier de la marine visita Gabaldon à l'hôpital. Il portait des documents officiels. Il informa Gabaldon qu'il recevait la Silver Star pour héroïsme extraordinaire sur Saipan et Tinian. La médaille serait présentée lors d'une cérémonie une fois qu'il serait rétabli. Gabaldon demanda à propos de la recommandation pour la Medal of Honor. L'officier dit qu'elle avait été examinée et ajustée. Aucune information supplémentaire disponible. Gabaldon accepta la Silver Star. Il savait que c'était une décoration significative. Beaucoup de Marines ne recevaient jamais de médaille. Mais il savait aussi que capturer 1300 prisonniers était sans précédent. Des actions sans précédent recevaient généralement une reconnaissance sans précédent. Quelque chose avait mal tourné dans le processus d'approbation. Mais il ne pouvait rien y faire. En novembre 1944, Gabaldon fut libéré médicalement du corps des Marines. Il retourna à Los Angeles. Sa jambe avait guéri. Il pouvait marcher sans aide, mais il avait une boiterie permanente et des souvenirs qui ne s'estompraient pas. Gabaldon retourna à East Los Angeles en novembre 1944. Il avait 18 ans. Il avait été au combat pendant 5 mois.
Il avait capturé plus de prisonniers ennemis que tout soldat américain dans l'histoire. Et presque personne ne le savait. Le quartier avait l'air identique, même rue, même bâtiment, même gens. Mais Gabaldon avait changé. Il avait des cauchemars sur la charge Banzai, sur les corps empilés sur les plages, sur les civils sautant des falaises, sur la mitrailleuse à Tinian. Les souvenirs ne s'estompaient pas avec le temps. Ils devenaient plus vifs. Il essaya de renouer avec de vieux amis, mais la plupart étaient encore à l'étranger, combattant en Europe ou dans le Pacifique. Ceux qui étaient revenus ne parlaient pas de combat. Personne ne voulait entendre d'histoire de guerre. Gabaldon cessa de mentionner Saipan, cessa de parler des prisonniers. Les gens ne le croyaient de toute façon pas. Un marine capturant 800 Japonais sonnait comme de la propagande, comme un film d'Hollywood, pas réel. En février 1945, Gabaldon reçut sa Silver Star lors d'une petite cérémonie au bâtiment fédéral de Los Angeles. Un officier de la marine présenta la médaille, lut la citation, le remercia pour son service. La cérémonie dura 15 minutes. Pas de couverture de presse, pas de photos de famille, juste Gabaldon et l'officier dans une salle vide. La guerre se termina en août 1945. Le Japon se rendit après que les bombes atomiques détruisirent Hiroshima et Nagasaki. Gabaldon regarda les célébrations à Los Angeles. Des gens dansaient dans les rues, étreignaient des inconnus, pleuraient de soulagement. Il ne ressentit rien, juste le vide. La guerre était terminée, mais les souvenirs restaient. Gabaldon eut du mal à trouver du travail. Sa jambe avait guéri, mais la boiterie était permanente. Les employeurs ne voulaient pas embaucher de vétérans handicapés. Il essaya de travailler dans des ateliers d'usinage, des chantiers de construction, des entrepôts. Rien ne durait. Il déménagea fréquemment, Los Angeles, Mexique, Alaska, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait définir. En 1957, un producteur de télévision contacta Gabaldon. L'émission s'appelait « This is your life ». Il voulait présenter son histoire. Gabaldon accepta. L'épisode fut diffusé avec des vétérans du corps des Marines, confirmant ses captures de prisonniers. L'émission atteignit des millions de téléspectateurs. Soudain, les gens le crurent. Des lettres arrivèrent de tout le pays. Des vétérans qui avaient servi sur Saipan, des proches de Marines qui y étaient, des gens le remerciant pour son service. Hollywood remarqua. En 1959, Allied Artists Pictures commença à développer un film sur les expériences de Gabaldon sur Saipan. Le film s'intitula « Hell to Eternity ». Gabaldon servit de consultant pendant le tournage. Il aida pour les dialogues, corrigea les détails historiques, s'assura que le japonais était exact. Mais Hollywood fit des changements. Ils choisirent Jeffrey Hunter pour jouer Gabaldon. Hunter mesurait 1,83 m, avait les yeux bleus, était écossais-américain, rien à voir avec le jeune Mexicain-américain de 1,62 m qui avait réellement vécu l'histoire. Gabaldon protesta. Le studio dit que Hunter était rentable. Les audiences voulaient un premier rôle qui ressemblait à une star de cinéma, pas au vrai Guy Gabaldon. Le film sortit en 1960. Il fut modérément réussi. Les critiques louèrent les scènes d'action. Le film dépeignit la charge Banzai, les captures de prisonniers, les opérations en loup solitaire, mais il romantisa l'histoire, la rendit plus propre, plus héroïque, moins compliquée que la réalité. Gabaldon regarda la première. Il dit plus tard que Jeffrey Hunter ne lui ressemblait en rien. Mais le film attira l'attention sur son histoire. Un mois après la sortie du film, le corps des Marines annonça qu'il améliorait la Silver Star de Gabaldon en Navy Cross, la deuxième plus haute décoration militaire pour bravoure. L'amélioration vint 16 ans après la recommandation initiale pour la Medal of Honor. Aucune explication ne fut donnée pour le timing. Beaucoup supposèrent que la publicité du film poussa le corps des Marines à agir. La cérémonie de la Navy Cross eut lieu à San Diego. Le commandant général du corps des Marines, David Shoup, présenta la médaille. Shoup avait combattu à Tarawa. Il comprenait la guerre du Pacifique. Il dit à Gabaldon que ses actions sur Saipan avaient de sauver des vies américaines et japonaises, que la négociation était souvent plus courageuse que le combat, que Gabaldon méritait la reconnaissance. Mais des questions restaient. Pourquoi pas la Medal of Honor? Gabaldon avait été recommandé par son commandant. Des témoins avaient de confirmer les captures de prisonniers.
Les rapports de renseignement documentaient la valeur des informations obtenues. 1 300 prisonniers étaient sans précédent. Que fallait-il de plus au corps des Marines? Certains suggérèrent le racisme. Les soldats mexicains-américains recevaient rarement les plus hautes décorations pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres dirent que les chiffres semblaient impossibles, qu'un seul marine ne pouvait pas réalistiquement capturer autant de prisonniers, que Gabaldon avait dû exagérer. Mais les témoins étaient clairs. Les prisonniers furent comptés. Les registres existaient. Après avoir reçu la Navy Cross, Gabaldon déménagea à Saipan. Il y vécut 20 ans, construisit une entreprise, éleva une famille, aida à établir des programmes pour la jeunesse, devint partie de la communauté. L'île où il avait combattu devint sa maison. Des touristes japonais le reconnaissaient parfois, le remerciaient d'avoir traité leurs ancêtres avec respect pendant la guerre, d'avoir tenu ses promesses sur le traitement humain. En 1990, Gabaldon publia ses mémoires « Saipan, Suicide Island ». Le livre détaillait ses expériences, les captures de prisonniers, les négociations, le combat, les conséquences. Il se vendit modestement. Les historiens militaires l'utilisèrent comme source, mais il n'atteignit jamais le grand public. Tout au long de sa vie ultérieure, Gabaldon milita pour l'amélioration de sa Medal of Honor. Il contacta des politiciens, des officiers militaires, des organisations de vétérans. Il argumenta que ses actions répondaient aux critères, que la politique ou les préjugés avaient bloqué la récompense, que la justice retardée était justice refusée. Mais la recommandation n'avança jamais au-delà de l'examen initial. En 2005, Gabaldon reçut le Chesty Puller Award du Comité des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Le prix reconnaissait les Marines qui avaient démontré un héroïsme extraordinaire, mais avaient reçu une reconnaissance insuffisante. Ce n'était pas la Medal of Honor, mais cela reconnaissait que quelque chose avait mal tourné avec le processus de recommandation original. Guy Gabaldon mourut le 31 août 2006. Il avait 80 ans. Il fut enterré avec les honneurs militaires complets au cimetière national d'Arlington. Sa Navy Cross, sa Silver Star, sa Purple Heart, mais pas la Medal of Honor qu'il croyait mériter. Les méthodes de Gabaldon changèrent la façon dont les forces armées américaines abordèrent les opérations de capture de prisonniers. Avant Saipan, l'hypothèse prédominante était que les soldats japonais ne se rendraient jamais, que chaque grotte devait être nettoyée avec des lance-flammes et des explosifs, que la négociation était impossible. Gabaldon prouva que cette hypothèse était fausse. Après la guerre, les analystes militaires étudièrent ces techniques. Ils examinèrent comment il utilisait la langue, comment il faisait des promesses et les tenait, comment il construisait la confiance par la cohérence. L'analyse influença la formation des opérations psychologiques, les techniques d'interrogatoire, les procédures de traitement des prisonniers. Les militaires réalisèrent que la compréhension culturelle pouvait être aussi précieuse que la puissance de feu. Mais Gabaldon ne reçut jamais une pleine reconnaissance de son vivant. La question de la Medal of Honor le hanta. Il passa des décennies à militer pour l'amélioration. Il contacta chaque commandant du corps des marines de 1960 à 2005. Il écrivit des lettres au Congrès, apparut à des événements de vétérans, raconta son histoire à plusieurs reprises, espérant que quelqu'un écouterait, espérant que la justice prévaudrait. En 1998, plusieurs des camarades Marines de Gabaldon de Saipan lancèrent une campagne pour améliorer sa Navy Cross en Medal of Honor. Ils rassemblèrent des déclarations de témoins, localisèrent des rapports de renseignement, construisirent une documentation montrant l'impact de ces captures de prisonniers. La campagne gagna le soutien d'organisations de vétérans hispaniques, d'historiens militaires, de membres du Congrès. La recommandation atteignit le secrétaire de la Marine, mais elle stagna. Le problème était le temps. Les recommandations pour la Medal of Honor avaient un délai strict. Elles devaient être soumises dans les 3 ans suivant l'action. La recommandation originale de Gabaldon avait été rétrogradée en 1944. En 1998, c'était 54 ans trop tard. La loi n'autorisait aucune exception. Les avocats argumentèrent que la règle était injuste, que Gabaldon avait été privé de la reconnaissance appropriée en raison de préjugés ou d'erreurs, que des circonstances extraordinaires justifiaient une exception.
Mais le département de la Défense maintint sa position. Peu importe le mérite, le délai avait expiré. La décision était finale. Certains historiens militaires doutent que Gabaldon ait vraiment capturé 800 prisonniers en un jour. Le lieutenant Robert Schix, un officier de langue japonaise des Marines qui servit sur Saipan, exprima son scepticisme dans des interviews ultérieures. Il suggéra que Gabaldon exagéra les chiffres, que beaucoup de prisonniers étaient des civils, pas des combattants, que d'autres Marines aidèrent à la capture mais ne reçurent aucun crédit. Mais les registres officiels soutiennent le récit de Gabaldon. La citation de la Navy Cross mentionne plus de 1000 prisonniers. La recommandation du capitaine John Schwab décrit les 800 capturés le 8 juillet. Les rapports de renseignement font référence aux informations obtenues des redditions massives. Plusieurs Marines témoignèrent de la colonne de prisonniers sur la plage. La documentation existe. Les chiffres sont vérifiés. Ce qui ne peut être contesté, c'est que Gabaldon développa des méthodes qui fonctionnèrent, qu'il sauva des vies des deux côtés, qu'il prouva que la négociation pouvait réussir là où la violence aurait échoué, que son courage fut démontré non pas par le meurtre, mais par le risque. Marcher seul vers des positions ennemies nécessitait un genre de bravoure différent que la culture militaire sous-estime souvent. Aujourd'hui, une plaque commémorative en l'honneur de Guy Gabaldon se trouve au Mémorial américain du Pacifique sur Saipan. La plaque décrit ses captures de prisonniers, ses méthodes, son impact. Des touristes japonais visitent le site. Certains laissent des fleurs, d'autres des notes le remerciant d'avoir traité leurs grands-pères avec dignité pendant la reddition. En 2018, des documentaristes interviewèrent les derniers membres survivants de l'unité de Gabaldon. Les Marines confirmèrent son histoire, décrivirent le regarder marcher vers des grottes seul, le voir revenir avec des centaines de prisonniers. Ils dirent que Gabaldon ne se vantait jamais de ses actions, ne cherchait jamais la gloire. Il faisait juste ce qu'il pensait être juste. Et il vécut avec les conséquences. Le corps des Marines des États-Unis enseigne les méthodes de Gabaldon dans les cours de formation à la conscience culturelle. Les futurs Marines apprennent les opérations psychologiques, la construction de liens avec les combattants ennemis, la valeur stratégique des prisonniers, comment un adolescent avec un japonais approximatif sauva des milliers de vies par le courage et la créativité plutôt que par la puissance de feu.